En manchette aujourd'hui, Jean-Luc Barthe, le maire de Saint-Ignace, sera de nouveau candidat aux prochaines élections municipales. Bienvenue à tous en ce 3 mars. Bienvenue au bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On débute par une nouvelle concernant la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Jean-Luc Barthe, le maire de Saint-Ignace, nous a confirmé qu'il se représentera aux prochaines élections municipales. Donc, il sollicitera un autre mandat, un nouveau mandat à la mairie de Saint-Ignace lors de l'élection du 7 novembre 2021. On rappelle que M. Barthe a été tout d'abord conseiller municipal à Saint-Ignace entre 1983 et 2005. En 2009, il s'était présenté à la mairie, mais n'avait pas remporté en 2005 et a été élu pour une première fois à la mairie de Saint-Ignace en 2009. Il a par la suite a vu son mandat renouvelé en 2013, en 2017 et en 2021, il sollicitera un nouveau mandat, donc après 12 ans à la mairie de Saint-Ignace de Loyola. On poursuit avec d'autres informations sur Saint-Ignace de Loyola, puisque c'était hier 2 mars avait lieu la séance régulière du conseil municipal de l'endroit. On écoute le maire Barthe nous entretenir de différents sujets qui ont été discutés lors de cette séance des élus municipaux. 2021, Saint-Ignace de Loyola, j'ai le regret de vous annoncer qu'on a décidé, le conseil, qu'il n'y aura pas de camp de jour encore cette année, vu que c'est les mêmes restrictions que l'année passée, donc on n'a pas les emplacements pour faire le camp de jour, on n'a pas assez d'espace. Donc c'est sûr que le conseil, on regrette, mais écoutez, on espère qu'en 2022, on va pouvoir repartir notre camp de jour. Par un proposeur. M. Gilles Courchaine, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. On a les dons, ce mois-ci, les dons, on a Place aux jeunes, 200 $. Ça, c'était. La Place aux jeunes, avant, ils nous demandaient 187 $ parce qu'il allait chercher un montant dans toutes les 15 municipalités de la MRC d'Autrey. C'était réparti selon la population. Là, cette année, ils ont changé les choses, ils nous demandent un montant fixe. Donc, au lieu de donner 187 $, le conseil, on s'est entendu, on va donner 200 $. Fait que ça prendrait. On va passer les deux en même temps, je pense. Puis aussi, on a la garde côtière auxiliaire qui nous demande 500 $, parce que l'an passé, la garde côtière auxiliaire, c'est toutes des bénévoles qui se promènent dans les îles, autant dans toutes les rues, que ce soit dans la rivière en face de Berthier, entre les Dupol, l'île Castor, entre Saint-Ignace, puis ils se promènent, puis ils font du sauvetage, ainsi de suite. Puis c'est tous des bénévoles. Puis l'année passée, ils n'étaient pas supposés de faire rien. Bien, le fédéral, à un moment donné, il les a autorisés à aller. Fait que là, le 500 $, ce qu'ils nous demandent, c'est qu'ils demandent 250 pour l'année 2020. Puis ils nous demandent 250 pour le 2021. Fait que c'est ça qui totalise. Puis je vous dis, je pense que, puis même, il y a beaucoup de monde qui se promène dans les îles qui disent qu'ils les voient souvent. Donc, c'est la garde côtière qui est là pour faire du sauvetage. Puis je pense que c'est une bonne chose pour le montant qu'ils nous chargent. Puis en plus, c'est des bénévoles. Fait que ça prend le proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Ça, c'est des dons. OK, on s'en va dans le Varia. Dans le Varia, bien, on va passer une résolution pour féliciter M. Louis-Vincent Barthe pour l'édition de son livre « Les chroniques d'un marin ». Vous savez que M. Barthe, c'est un navigateur, donc, je pense que c'est depuis 2014, il fait tout le temps des petites chroniques qui envoyait ça à ses amis. Mais là, il a décidé d'en faire un livre, puis il a été édité par les éditions Gibb. Donc, ça prendrait un proposeur, M. Roy Grégoire, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Aussi, je vais vous annoncer que je ne peux pas vous dire exact, mais je vous dis, il y a une rencontre prévue avec Mme Laforêt par Zoom pour justement les chalets dans les îles et
Et je vous dirais, les chalets dans les îles, pas rien pour Saint-Ignace. On va parler aussi, parce que je vais essayer que M. Péloquin, M. Michel Péloquin, le maire de Sainte-Anne, et M. Sylvestre de Saint-Barthélemy, j'aimerais ça, je vais parler avec M. Saint-Louis pour qu'il puisse assister par Zoom, eux autres, avec de chez eux, sûrement, parce qu'ils sont dans le comité pour la sauvegarde pour nos îles, les chalets dans les îles. Puis c'est justement ça, on veut lui parler de ça, mais c'est pas rien que les chalets dans les îles non reliés à la terre. On va parler aussi pour les permanents qu'on a ici, puis aussi je veux parler, puis je ne parlerai pas pour rien que pour Saint-Ignace, je parle pour tout l'ensemble du lac Saint-Pierre au complet. Fait que c'est qui, Mme Laforêt? Mme Laforêt, c'est la ministre des Affaires municipales. Fait que ça, c'est à titre d'information. Aussi, bien là, il y a eu pour Laurent Saint-Luc. Moi, c'est que dimanche après-midi, je suis promené de Laurent Saint-Luc, puis Laurent Saint-Luc, il y avait à peu près 18 à 20 personnes qui se promenaient dans Laurent Saint-Luc. Puis ils m'ont fait une remarque de quoi Laurent Saint-Luc était dans un élémental. En piteux d'état au niveau de parfait. Écoutez, la seule chose que je peux vous répondre, c'est qu'on va en discuter, puis on verra si, avec les montants d'argent qu'on a, ce qu'on peut faire. Si on est capable de faire quelque chose, c'est sûr et certain que si on décide de refaire Laurent Saint-Luc, bien, je vais vous dire une chose, on va faire prendre des choses pour analyser le sol. Parce que si le sol n'est pas bon, je ne voterai pas l'asphalte pour mettre une d'asphalte à bras qu'on va la perdre au bout de 2, 3, 4 ans. On va faire analyser une étude de sol dans la rue. Puis s'il faut creuser, puis ôter, puis remettre comme qu'on a fait dans Saint-Joseph, puis dans Saint-Isidore, on le fera. Mais on va regarder ce qu'avec les montants qu'on a. C'est sûr et certain que je comprends que Laurent Saint-Luc est peut-être pas beau. Puis si on n'a pas les moyens, bien, on va faire, avec la machine qu'on va louer pour faire boucher tous les trous, on va le faire. Mais on va essayer de faire du plus qu'on peut avec l'argent qu'on a. Vendredi, nous rencontrerons Louis-Vincent Barthe. Le maire Barthe de Saint-Ignace vient de nous en parler. Donc, on rencontrera Louis-Vincent Barthe en lien avec son récent livre, La chronique d'un marin. Une émission suivra la semaine prochaine sur nos ondes et le restant de la séance, toutes les autres informations concernant le conseil municipal de Saint-Ignace de Loyola se retrouvera sur notre page YouTube. On s'en va à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Lorsque vous utilisez les plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre, vous protégez vos clés et vous aidez les personnes amputées. Être amputé, c'est faire les choses un peu différemment. Grâce à votre appui, nous fournissons aux personnes amputées une aide essentielle qui leur permet de mener une vie active et épanouie. Nous leur offrons des membres artificiels, du soutien moral et nous défendons leurs intérêts. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui. Les anniversaires en ce 3 mars. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Patrick Valois et à Claudette Clément. L'âge d'or de Lanoret souhaite un heureux anniversaire à Micheline Boucher. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant nos informations, cette fois du côté de Lanoret. Là aussi, il y avait un conseil municipal. Gérard Jean, le maire de Lanoret, était de passage à nos bureaux,
plus tôt aujourd'hui et il est revenu sur cette séance du conseil municipal, donc, qui s'est tenue le 1er mars dernier. On l'écoute résumer l'Assemblée. Je vais commencer par certains points d'information. Parce que souvent, la période de questions est à la fin de la séance. Là, j'ai essayé de mettre ça plus au début, malgré que j'avais seulement qu'une question qui nous est parvenue ce mois-ci. Mais concernant le rang Saint-François et le chemin Joliette, bon, il est venu à mes oreilles qu'il y avait certaines inquiétudes de citoyens parce qu'il y a eu de la coupe d'arbres. Et puis, certains citoyens se demandaient si c'était fait dans les règles de l'art. Puis, effectivement, le permis avait été émis, puis ainsi de suite. Parce qu'on sait qu'antérieurement, il s'était produit des choses. D'ailleurs, la municipalité est en processus dans cette affaire-là. Mais il reste que là, lorsque j'ai entendu par rapport aux inquiétudes des citoyens, bien, la personne avait son permis. Et puis, ce que je voudrais informer aussi, en profiter, c'est qu'on va avoir une rencontre le 17 mars avec le ministère des Transports concernant, premièrement, la piste cyclable, que ça fait des années que j'en parle, de la fameuse piste cyclable entre Lanoret et Sainte-Geneviève-de-Berthier, où est-ce qu'on a un tronçon qui est de 7 km, qui n'a pas de bande asphaltée, puis qui est très dangereuse. Donc, moi, ça fait plusieurs fois, j'ai même écrit l'an passé à notre ministre, et puis avec copie conforme à M. François Legault, le premier ministre, pour les informer de la situation qui perdure. Ça fait 20 ans qu'on travaille ce dossier-là. Donc, puis en même temps, on veut parler de plusieurs demandes qu'on a, dont des traverses de piétons. On sait pour aller à la pharmacie de Mme Julie Bourgeois, au coin de la rue des Tilleuls, c'est que il y a une connexion avec le centre sportif, puis le parc, le terrain de baseball, tout ça. Donc, les gens passent tout là, mais il n'y a pas de traverse de piétons, puis il n'y a pas d'arrêt obligatoire non plus. Donc, ça fait en sorte que ça crée une intersection qui est très dangereuse pour nos citoyens. Puis on a d'autres, comme au coin de la rue José, puis Notre-Dame, là, où est-ce que j'ai même un citoyen en particulier, qui a même écrit au ministère des Transports par rapport à ça. D'ailleurs, dans le même ordre d'idée, on a aussi une question qui nous a été adressée, qui est en lien avec une question du mois passé. Mais j'ai communiqué avec la citoyenne, puis on s'est parlé, puis elle est très consciente qu'on prend les procédures, puis elle nous a suggéré des choses qui est très intéressant. Et puis, d'ailleurs, elle a écrit une lettre à la députée ministre pour la sensibiliser, parce que c'est un endroit sur la 138 où est-ce qu'il est arrivé plusieurs accidents, dont un mortel il y a 1 ou 2 ans, je pense que c'est dans la dernière année. Donc, il faut que le ministère des Transports intervienne, mais on a de la difficulté. J'ai même déjà parlé avec le ministre, M. Bonnardel, du ministère des Transports. J'en ai déjà parlé ici. Puis, dans une rencontre avec le conseil d'administration de la FQM, parce que je suis sur le conseil d'administration. Et puis lui, il m'a vraiment exprimé là, que c'est pas facile avec le ministère des Transports. Je veux dire, c'est un endroit où il y a une culture d'implanter que c'est pas facile à changer. Là. Donc, et puis, concernant la prolongation de l'aqueduc, on sait qu'on a eu des demandes depuis 1 an ou 2. Là, je pense que ça fait pratiquement 2 ans que c'est en cours, ça. Mais on sait que c'est pas facile, surtout avec la pandémie. Mais on a mandaté une firme d'ingénieurs, tout ça, pour aller chercher de l'information. Puis là, on va procéder à une demande aux citoyens ils vont recevoir une consultation par écrit, tous les citoyens qui sont concernés, tout le côté ouest de la municipalité. Puis à ce moment-là, bien, on saura, là, parce qu'évidemment, ça prend plus que la moitié des citoyens qui sont d'accord pour qu'on continue. Là. Il va y avoir des montants approximatifs que ça va coûter là, pour avoir l'aqueduc. Donc, après ça, bien, ce que je voulais parler aussi, c'est qu'on s'est approprié un fonds
du fonds réservé pour les fosses septiques. On sait que lorsqu'on a élaboré le budget, on a fait attention, puis on n'a pas augmenté la taxe pour la vidange de fosses septiques. Mais étant donné qu'il y avait un petit manque dans ça, on a un fonds qui est spécifique aux fosses septiques qui est de 15 914. Donc là, on a passé une résolution pour s'approprier de 6 535 dans ce fonds-là. Puis comme je dis, l'objectif, c'était de ne pas augmenter. On a dit qu'on gelait les taxes, donc il a fallu aller en chercher un peu sur ça. On a déposé et adopté le projet pilote par rapport aux poules pondeuses. J'en avais parlé à la dernière séance, qu'on a eu une demande, on a vu qu'il y avait l'acceptabilité sociale par rapport à ça, et puis que même les gens qui n'en veulent pas nécessairement, ils semblaient en accord, là, en tout cas, moi, les contacts que j'ai eus, tout ça, ça venait nous dire là, que les gens étaient en accord, pourquoi il n'y en a pas. En fin de compte, on a passé le règlement pilote, hein, et puis on va voir comment ça va se produire. C'est un règlement qui est valide pendant 2 ans. Puis si ça va bien, bien, au bout de 2 ans, le conseil municipal pourra décider de l'implanter de façon à long terme. Aussi, en 6.2, on a eu la nomination de la mairesse suppléante qui va être Mme Josée Castonguay. Puis justement, j'avais un questionnement d'une citoyenne par rapport à cela concernant un maire suppléant, parce que la madame, ce qu'elle m'a demandé, elle dit « Pourquoi il y a un maire suppléant? » Elle dit « C'est-tu parce que vous ne serez pas là, ou c'est-tu parce que vous allez vous absenter, ou c'est parce qu'il y a une question de santé? » J'ai expliqué non, effectivement. Puis là, j'en profite pour l'expliquer aux gens. C'est qu'un maire suppléant, ça existe dans toutes les municipalités. C'est une règle d'ailleurs du Code municipal. Et puis, même à tous les niveaux politiques, qu'on regarde au niveau provincial, fédéral, autant qu'au municipal, il y a toujours un vice-premier ministre ou une vice-première ministre au provincial, au fédéral. Puis ça, l'objectif de ça, c'est que si jamais il arrive une urgence ou quoi que ce soit, que le maire n'est pas là ou qu'il y a des documents signés puis que le maire n'est pas là, bien à ce moment-là, c'est la personne qui est là en suppléance qui va remplacer le maire. D'ailleurs, je donnais l'exemple, quand il est arrivé la tragédie à Lac-Mégantic, c'est exactement ce qui s'est passé. La mairesse était en voyage et puis c'est la suppléance, puis je ne me rappelle plus si c'était un maire ou une mairesse suppléante, là, qui a pris la relève en attendant que la mairesse revienne. Puis évidemment, dans un drame comme ça, bien, la mairesse est revenue en toute urgence de voyage. On a 2 ventes de terrain dans le parc industriel. Puis c'est quand même très intéressant. On a vendu un terrain de 217 000 pieds carrés à 3,25 $ le pied. Puis ça, l'entreprise qui va s'installer là, premièrement, ça va créer certains emplois. Et puis aussi, ça s'appelle Harvest. Et puis, c'est quand même une vente qui tourne autour de 710 000 $. Et puis, eux autres, c'est pour faire de la culture verticale. Donc, de la salade, des herbes, etc. Là. C'est une nouvelle forme d'agriculture qui prend forme. Là. On voit ça un peu, là, ça commence à naître, ces choses-là. Donc, cette entreprise-là qui nous a fait une offre d'achat. Après ça, on a eu une autre vente de terrain qui est dans le fond, on va séparer les terrains parce que c'est la même portion du cadastre. Présentement, on va faire une opération cadastrale sur ce terrain-là. C'est qu'il y en a un autre qu'eux autres achètent une partie d'environ 50 000 pieds carrés. Puis eux, c'est à 4 $ le pied carré. On sait que les prix varient selon l'entreprise qui s'installe, puis selon aussi la grandeur de terrain qu'ils achètent. Et puis, ça, c'est un autre 200 000 $, donc ça fait pas loin d'1 million, là, 900 000 $. Ça va être une compagnie de comptoir quartz. Fait que c'est quand même intéressant qu'ils viennent s'installer dans notre parc industriel. Ensuite de ça, on a aussi autorisé l'achat de 2 bornes de recharge pour les véhicules électriques qui devraient être installées à Jean-Bourdon, selon les discussions qu'on a eues. La suite de l'entrevue
sur notre page YouTube, la page CTRB, dans les prochains jours. Jeunes au boulot, Henri Mondor, agent de sensibilisation et de communication pour entreprises inclusives Jeunes au boulot, nous parle d'un projet pour les jeunes. On l'écoute. En fait, c'est un projet qui est soutenu par le Centre Point d'appui de la Naudière, le service spécialisé de main-d'œuvre SR2. OK. C'est cet organisme-là qui est à Joliette, qui est à Repentigny et qui est également à Mascouche. On a 3 bureaux dans la région et qui englobe, en fait, qui travaillent pour toute la région de la Naudière. C'est donc eux qui ont fait une demande au gouvernement pour présenter un projet pour accompagner, je vais dire ça comme ça, au lieu de dire pour aider, c'est plus pour accompagner les jeunes qui ont une différence, je vais dire ça aussi comme ça. C'est soit qui ont un handicap mental, un handicap physique, ça peut être aussi des troubles de dysphasie ou des troubles d'autisme. OK. En fait, et c'est des personnes aussi qu'il faut qu'ils aient quitté le monde de l'éducation. OK. Il ne faut plus qu'ils soient à l'école présentement. Et il faut qu'ils aient entre 15 et 30 ans. OK, parfait. Puis c'est ça, vous, en fait, vous les aidez à trouver un emploi, en fait? Ou... Oui, bien en fait, le projet, il y a toute l'équipe de SR2 qui est là, qui nous soutient en arrière, mais pour le projet comme tel, on est 2. OK. Il y a moi qui est l'agent de sensibilisation et de communication. Il y a aussi un agent à l'intégration qui, lui, accompagne les personnes pour voir à ce que ça se passe comme il faut. Mais je vous dirais aussi pour aller voir initialement, avant d'engager qui que ce soit, pour aller voir l'entreprise, le commerce, voir un peu c'est quoi leurs besoins, voir aussi c'est quoi l'environnement pour qu'on réussisse à choisir la bonne personne pour le bon emploi. Est-ce que vous avez beaucoup... Comment ça fonctionne, exemple, pour les employeurs? Est-ce qu'ils viennent, ils vous contactent ou c'est vous qui les contactez? Comment je pourrais dire qu'ils sont sélectionnés, si je peux dire ça comme ça? Bien, les deux façons fonctionnent. Okay. Moi, naturellement, en tant qu'agent de sensibilisation, je vous dirais que mon premier volet, c'est justement d'essayer de trouver des entreprises qui vont être intéressées à participer au projet. Mais présentement, on est à peu près sur tous les panneaux numériques, les panneaux électroniques dans la région de Joliette. On est à Crabtree. Sur les panneaux, on fait un genre de publicité pour inciter les entreprises et les organismes, ça va jusqu'aux organismes à but non lucratif, de nous contacter justement s'ils ont un intérêt ou s'ils ont un besoin d'employés. Parce que le projet, c'est non seulement on fait du placement, mais on fait de l'accompagnement. Et c'est aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un volet qui est là pour aussi accompagner au niveau monétaire l'entreprise qui va être prête à donner un peu de son temps pour engager ces personnes spéciales-là. Ce qui fait que c'est l'équivalent du salaire minimum. Puis là, variant de c'est quoi les conditions, ça peut aller jusqu'à 15 semaines à 35 heures semaine à temps plein. Effectivement, en fait, ça a été comme mon premier mandat quand j'ai été engagé au mois de septembre à peu près. C'était justement de mettre en place un site web, une page Facebook, faire aussi des outils, des dépliant, aller chercher aussi les adresses des entreprises qui seraient possibles, mais aussi les radios, les télévisions comme vous, pour qu'on puisse aussi passer notre message. Et puis, effectivement, on a travaillé avec les entreprises, une entreprise de Joliette, on était en soumission, et c'est Guidi qui a eu le contrat, il travaille très bien. Fait qu'on a fait vraiment un beau site web qui est très simple d'utilité. Encore une fois, nous, il faut penser à ça aussi. Il y a des personnes qui vont aller là qui n'ont pas la facilité de cliquer sur n'importe quoi. Fait qu'il faut vraiment que le site soit facile d'accès et facile de lecture et de recherche. Fait que on a réussi à faire tout ça. Fait que oui, on a un site web. Là, l'adresse est un peu compliquée. Je ne sais pas comment... C'est Jeunes au boulot. Je vais le dire, tout simplement. Jeunes au boulot, mais avec un S. Les jeunes au boulot. _lanaudière.québec. Le dépliant, j'ai facilité les choses pour que les personnes puissent aller le chercher plus facilement que d'essayer de le trouver sur le site web. Là.
Voilà. Allons maintenant à la pause. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de guerre qui m'ont donné mes prothèses. Merci! À son domicile, le 28 février dernier, à 74 ans, est décédé André Robillard, époux de Mme Carole Bello. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils, Mathieu Bello, Jesse Kim Gadouri, son petit-fils Malik, son frère, sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère, Robert Robillard, feu Nicole Duval, Denise Robillard, Albert Boucher, Henriette Bello, René Bello, Maurice Lepage, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison de la situation de la pandémie actuelle, la famille a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure en toute intimité. On passe maintenant à la météo. Donc, la météo, si on regarde ce soir, c'est dégagé, moins 15, c'est quand même frisquet, fin d'hiver. Demain matin, beau soleil, moins 14, c'est bien. En après-midi, demain, les nuages apparaissent lentement mais sûrement. On parle de moins 7, agréable après-midi. En soirée, quelques flocons, moins 9, c'est quand même confortable, façon de parler. Quelques flocons, mais on parle de moins d'1 centimètre, une trace de neige. Et dans la nuit de jeudi, c'est plutôt nuageux, moins 13, peut-être encore quelques flocons, mais c'est pas certain. C'était vos informations sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre qui vous souhaite une bonne fin de journée et qui vous invite au bulletin d'information de demain, vendredi. Au revoir. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.